s'arrêter. Au TEP. Bonsoir à tout le monde. Je suis une fois de plus heureux et ravi de vous revenir ce soir avec une toute nouvelle thématique. Suite à toutes les thématiques qui ont été développées à Peria Kamata, il y a de cela environ 2 mois que la chaîne a été mise sur pied. Par conséquent, je me dois à chaque fois de continuer de mener des recherches pour éclairer tous les frères, toutes les sœurs de combat qui s'investissent corps, âme, esprit et toutes les autres instances de la nature humaine dans le combat de la Renaissance africaine. Ce combat qui interpelle tous les Noirs qui sont sur le terrain, la terre africaine, tous les Noirs qui sont sur la terre américaine, qui sont sur la terre eurasiatique et même qui sont dans les océans, les îles océaniques. Ce combat interpelle toute la nation nègre. Malheureusement, nous avons encore beaucoup de difficultés à cause des structures qui continuent de plomber toutes les campagnes de sensibilisation, toutes les séances d'éducation que nous entretenons pour appeler notre peuple à prendre conscience de la cause de sa léthargie actuelle, de la cause de son ignorance actuelle, de la cause de ses faiblesses actuelles, de la cause de son incapacité à faire face aux grands enjeux du monde, de la terre, auxquels font face les autres peuples, comme le peuple iranien, le peuple nord-coréen, le peuple chinois, le peuple indien et dans une certaine mesure d'autres pays qui sont sur le continent européen comme la Russie et d'autres qui sont sur le continent américain comme le Venezuela et Cuba, qui mènent un grand combat d'arrache-pied pour résister à toute la philosophie libérale, démocratie libérale et tout ce qui va avec, libéral et néolibéral, qui veulent détruire l'humanité sur tous les plans. 1. Sur le plan éducatif. 2. Sur le plan de l'art, notamment le cinéma, la musique, la mode et tout ce qui accompagne le domaine de l'art. 3. Les slogans publicitaires, la publicité à la télé, fait partie aussi des grands moyens d'emprise sur les contrôles, sur les consciences de ceux qui suivent ces publicités et qui suivent ces slogans. Il y a le volet technologique qui est aussi un grand moyen de propagande et de production de certains gadgets qui ont des objectifs bien spécifiques suivant les desseins de ceux qui sponsorisent les recherches scientifiques et les productions technologiques. J'entends par là tous les grands lobbies financiers qui sont derrière l'instrumentalisation des moyens technologiques, artistiques, éducatifs, etc., y compris politiques, tout ce qui concourt au contrôle des populations. Donc, je vous reviens ce soir avec un nouveau thème portant sur le conditionnement et le contrôle mental.
Nous avons certes abordé ce thème dans le cadre d'une émission qui est souvent diffusée dans une chaîne de télévision au Cameroun, nommée Vision 4. Nous avons eu à aborder cette thématique intitulée « Le mystère du conditionnement et du contrôle mental ». J'ai eu à apporter pas mal d'éclaircissements là-dessus, mais il se posait plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que il y avait plusieurs panélistes et chaque panéliste appartenait à une obédience. Je crois que j'étais le seul panéliste qui n'appartenait pas à une obédience. J'entends par obédience tous les carcans idéologiques et sectaires qui minent le déploiement de la pensée, l'expression du génie humain et la promotion des valeurs que je pourrais qualifier de valeurs universelles, dans le sens où ces valeurs s'arriment aux lois de l'univers, pas dans le sens où on entendrait un universel en rapport avec la philosophie des Lumières sous la bannière des figures telles que Kant, Hegel, Montesquieu, Rousseau et tous ces idéalistes qui ont prétendu poser les fondements de ce qu'on pourrait qualifier d'universel. Chez nous, l'universel n'est universel que parce qu'il est en rapport avec ce que nous pratiquons, ce que nous voyons du monde, la manière dont nous comprenons du monde et même notre manière d'agir est en accord avec les lois qui gouvernent l'univers, est en harmonie avec les lois qui gouvernent l'univers. Notre universel ne saurait donc être un universel conventionnel qui résulterait de l'idéologie, de la pensée d'un idéologue ou de la théorie d'un idéologue qui généralement ne fait que la promotion des desseins, des projets que son peuple a vis-à-vis des autres. Et justement, en parlant du peuple occidental et toutes ses dérivés, notamment l'Amérique du Nord, ce peuple a quelque chose de particulier, c'est qu'il est un peuple essentiellement enclin à l'agressivité, à l'expansionnisme, à l'impérialisme, au contrôle des peuples et à la domination des peuples. C'est la raison pour laquelle tous ces théoriciens de la période des Lumières, qualifiés des Lumières, c'est-à-dire entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, tous ces théoriciens ne sont rien d'autre que les promoteurs de l'idéologie occidentale. Dans la mesure où ils ont élaboré leur théorie et leur mode de pensée sans jamais tenir compte de la manière dont pensent les autres peuples, notamment le peuple africain, qui d'ailleurs, au XVIIe, XVIIIe siècle, était considéré comme un peuple constitué de sous-hommes et par conséquent incapable de produire la pensée, incapable de proposer un modèle de pensée qui serait à la hauteur du modèle occidental de pensée. Ils n'ont pas tenu compte, ces théoriciens occidentaux, de la période supposée être des Lumières. Ils n'ont pas tenu compte des penseurs asiatiques, notamment des penseurs chinois, des penseurs indiens, des penseurs japonais, des penseurs tibétains. Il est certes vrai que dans certains écrits, les approches orientales apparaissent de manière sporadique,
dans des œuvres de certains penseurs occidentaux qui étaient plus enclins, je veux dire, qui étaient beaucoup plus enclins au mysticisme. Donc j'entends par là les Swedenborg, les Arthur Schopenhauer et bien d'autres. Je ne vais pas citer les alchimistes et tout ce qu'ils faisaient dans la recherche ésotérique depuis le Moyen-Âge jusqu'à la période contemporaine. Donc, les autres modes de pensée ont toujours été vus comme des modes de pensée qui n'étaient pas à la hauteur de la pensée occidentale. Parce que d'après les penseurs occidentaux, le mode de pensée transcendant, le mode de pensée le plus rationnel, le plus scientifique qui suit les exigences, la rigueur scientifique, comme eux-mêmes ils l'ont toujours dit, c'est le mode de pensée occidental qui débute, d'après eux, avec les Grecs, qui s'ensuit avec les Romains et qui ressurgit plus tard parce qu'ils ont quand même reconnu que à partir du IIe siècle, lorsque les mouvements chrétiens ont commencé à monter en puissance, la pensée occidentale, notamment héritée de l'hellénisme grec et de la culture romaine, a considérablement commencé à régresser jusqu'à la traversée de la période qualifiée d'obscurantiste, qu'on qualifie, que les penseurs occidentaux ont qualifié, à savoir la période du Moyen-Âge, où l'Église catholique a interdit toute étude de la science en dehors de ses monastères et en dehors de ses écoles. La preuve en est que beaucoup de ceux qui ont même élaboré des théories allant à l'encontre du dogme de l'Église catholique ont été les fruits des couvents de l'Église catholique, des monastères de l'Église catholique. Je ne vais qu'en citer quelques-uns, à savoir Giordano Bruno, qui a été brûlé vif par l'Église catholique vers le XVe siècle, Galileo, qui lui-même a été sous l'emprise de l'Église catholique, et bien d'autres, notamment Albert le Grand, Pic de la Mirandole, et que sais-je encore. Ils sont nombreux qu'on peut énumérer, les maîtres Eckhart de la secte rhénane, les Saint Thomas d'Aquin, ils sont nombreux. Donc tous ces gens étaient sous la bannière de l'Église catholique, sous le contrôle de l'Église catholique. Et donc tout mode de pensée qui se mouvait en dehors de ce cercle contrôlé par l'Église catholique était à combattre jusqu'à la dernière énergie. On peut donc comprendre le massacre des Cathares, des morts et de tous les groupes qui promouvaient un mode de pensée en marge des carcans de l'Église catholique. Par conséquent, les historiens des sciences de l'Occident ont estimé que toute cette période qui était sous l'emprise de l'Église catholique était une période obscurantiste. Et donc, ils ont nommé le Moyen-Âge la période de l'obscurantisme, où le dogme, la théologie chrétienne était en vigueur et avait l'emprise même sur les rois, sur les peuples, sur la science, sur toutes sortes d'informations qui puissent conditionner l'agir humain. Donc, c'est à partir du XVIe siècle que lorsque
l'Europe a été agressée par les Arabes à travers l'expansion islamique, l'Occident a eu un sursaut parce qu'il s'est retrouvé sous l'emprise de la culture arabe, notamment avec des penseurs comme Ibn Arabi, Averroès, Avicenne, Ibn Khaldoun et tous les penseurs arabes qui ont répandu la culture arabe en Occident. En fait, il ne s'agissait pas de la culture arabe, mais des cultures anciennes dont se sont appropriés les Arabes suite aux multiples invasions qu'ils ont opérées dans un continent comme dans un autre, notamment le continent africain. Ils ont réussi à envahir l'Égypte, le Soudan et plus tard le Mali et toutes ces zones. Donc à partir du 7e siècle, 8e, 9e, 10e siècle, ça c'est l'expansion islamique. Et donc quelques centaines d'années, environ 100 ans, 200 ans plus tard, ils se sont retrouvés en Europe, où ils ont possédé l'Espagne, le Portugal et bien d'autres territoires. C'est donc en se frottant à ce que les Arabes ont apporté comme culture, comme science, que l'Occident, les penseurs occidentaux, ont découvert que, en réalité, les Arabes venaient leur servir l'héritage de leurs ancêtres, qui étaient les Grecs et les Romains, que les Arabes donnaient l'impression qu'ils avaient innové, mais qu'en réalité, c'est la culture gréco-romaine qui sont venus. En fait, c'est pour dire vrai, c'est derrière les Arabes que les penseurs occidentaux redécouvrent Aristote dans le grand public. Ils découvrent la pensée de Platon, des stoïciens, des sceptiques, bref, tous les courants philosophiques des écoles grecques. Et par conséquent, cela a éveillé en eux un souci d'aller vers la source, c'est-à-dire d'aller redécouvrir la pensée grecque authentique à travers les textes grecs et non plus à travers les textes arabes. Le sursaut intellectuel a donc entraîné par conséquent une révolte contre les Arabes envahisseurs, au point où, à la suite d'une victoire des Européens, il y a eu comme une grande vague, une grande dynamique qui a déclenché la recherche scientifique. D'où le terme renaissance chez les Européens. Leur renaissance, c'est la fin du 15e siècle et au début du 16e siècle. Et cette renaissance a donc automatiquement conduit vers la période dite des Lumières, qui débute en réalité vers la fin du 16e siècle, au début du 17e siècle, et qui se parachève au 19e siècle. Pendant cette période, il y a quelque chose de particulier, c'est que la pensée occidentale, les penseurs occidentaux ont voulu donner l'impression de prendre des distances vis-à-vis des dogmes de la religion chrétienne, des dogmes de l'Église catholique. Bon, d'où le premier schisme. Il est certes vrai, il y a eu un premier schisme à partir de 1050, où les orthodoxes se sont séparés de l'Église dite mère, l'Église catholique romaine, pour constituer un corps et une entité à part. Par la suite, au XVe siècle, suite aux révoltes intellectuelles des penseurs tels que Martin Luther, l'allemand, Zwingli, le suisse, et Jean Calvin, le français, il y a eu un deuxième schisme qui a donc généré
le protestantisme, avec tous ces mouvements qu'on observe aujourd'hui, à savoir l'anglicanisme, le presbytérianisme, le pentecôtisme, le témoin de Jéhovah et tous les mouvements protestants qui sont nés par la suite. Donc, ces mouvements tirent leur source du mouvement protestantiste. Donc, initié justement par les trois personnes que je venais d'énumérer. Jean Calvin qui a engendré le calvinisme, Martin Luther qui a engendré le luthérisme, le protestantisme, et Zwingli qui a entraîné des mouvements allant dans le même sens. Alors, on constate que dès le 15e siècle, il y a donc des révoltes. Et on découvre notamment l'assassinat. On a brûlé Giordano Bruno vif. On a réduit Galilée au silence. Et donc, il serait prétentieux de croire que tous les penseurs qui devaient venir plus tard se positionneraient de manière frontale à la grande église catholique. Cela n'était pas possible parce que toutes les institutions étaient contrôlées par l'église catholique, y compris les monarques. Donc par conséquent, les penseurs étaient obligés de faire profil bas et de trouver des moyens de faire véhiculer des idées qui devaient devenir révolutionnaires plus tard. On peut donc comprendre pourquoi dans les thèses de Descartes, lorsqu'on lit Méditation métaphysique, discours de la méthode, il parle de la morale provisoire. Et lorsqu'il commence à parler de Dieu, de décrire Dieu dans ses méditations métaphysiques, ce Dieu n'est rien d'autre que le fond de pensée du christianisme. C'est la même chose qui se passe avec des gens comme Malebranche, des gens comme Leibniz, des gens comme Blaise Pascal, et même par la suite, Emmanuel Kant, parce que lorsqu'il dit qu'il va poser les conditions a priori de la connaissance et les bases de la connaissance, on pourrait avoir l'impression que Kant se situe purement dans le domaine rationnel. Mais dans son opuscule La religion aux limites de la raison humaine et dans son ouvrage Critique de la raison pratique, on constate que Kant fait on appelle ça quoi? Un virement à 180, 190 même. Parce que, en réalité, on redécouvre un Kant chrétien qui nous laisse donc comprendre que la théorie même qu'il a élaborée en ce qui concerne la théorie de la connaissance, donc qui tire ses sources dans la première édition de la critique de la raison pure, et même la préface, la première préface de la critique de la raison pure, et qui se parachève, ou tout au moins, et qui pose ses jalons dans la critique de la raison pure, deuxième édition. Kant évoque quelque chose, à savoir que la connaissance ne peut être possible que lorsqu'elle se réfère aux lois de l'entendement et s'ajuste au principe du temps et de l'espace et se solidifie dans le contact avec l'univers empirique, c'est-à-dire l'univers de l'expérience.
Et il pose donc tout ce qui ne peut pas être intuitionné, tout ce qui ne peut pas être sensible, tout ce qui ne peut pas être apprécié de manière physique, en dehors des lois de l'entendement, tout cela devrait être considéré comme un oiseau qui vole sans jamais trouver de terrain solide où se poser. Et c'est ainsi que Kant qualifie notamment la métaphysique, dite traditionnelle, parce qu'il remet en question la théologie rationnelle, il remet en question la cosmologie rationnelle, il remet en question la psychologie rationnelle, pour montrer que ces trois disciplines, ou tout au moins ces trois champs de réflexion, ne sont pas capables de rendre compte de manière radicale, de manière à résister à toute contradiction, à toute objection, ne sont pas capables de rendre compte de la réalité dont ces champs de réflexion parlent. Notamment, la cosmologie rationnelle ne peut pas justifier l'existence de Dieu, ne serait-ce que sur la base de la lecture, de l'observation de l'univers. La théologie rationnelle elle-même est une spéculation parce que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu n'est pas quelque chose de sensible. Il n'est même pas à la proximité de l'entendement. La psychologie rationnelle, pareil, parce que lorsqu'on parle de l'âme, personne ne peut dire où l'âme se trouve. Donc, ces trois champs de réflexion deviennent donc des champs de réflexion qui reposent sur des sables mouvants. Ça, c'est d'après Kant. Par conséquent, on ne doit se concentrer que sur les lois de l'entendement, l'espace et le temps, et l'univers empirique, c'est-à-dire l'univers sensible. Voilà donc la thèse de Kant, grosso modo, qui a été relayée par Fichte, par, comment on l'appelle encore, il y a Fichte, il y a, son nom va me revenir, Hegel, plus tard, bon, toute l'école de ce qu'on pourrait qualifier de l'idéologie allemande. L'idéologie allemande. Donc, on parle de Kant, on parle de Fichte, on parle de Schelling, voilà. Le nom qui m'échappait, c'est Schelling. Et Hegel, et toute la bande, les Feuerbach, les Karl Marx, voilà, toute cette école qu'on qualifie d'idéologie allemande. Donc, vont relayer les thèses de Kant et vont les orienter chacun avec Fichte dans le domaine de la politique, avec Schelling dans le domaine de la cosmologie, avec Hegel dans le domaine de la, comment pourrait-on qualifier ça, la phénoménologie. Et Nietzsche vient plus tard se poster donc comme premier des constructeurs solennels de toutes ces écoles de pensée, depuis l'Antiquité, à partir de Platon, jusqu'à ses prédécesseurs, y compris même ses contemporains. Donc, on constate quelque chose de fond, c'est que lorsque Kant parle de ce dont il parle, il oublie de faire référence à d'autres moyens de connaître, d'autres possibilités de connaître. Il se cantonne donc à la raison et il donne raison à la foi pour dire que tout ce qui déborde de la raison ne saurait aborder les choses qui vont au-delà des limites de la raison, d'où la religion aux limites de l'entendement humain. Et d'où il déclare aussi dans la critique de la raison pratique que j'ai dû abandonner la raison pour me concentrer à la foi. Je paraphrase. Voilà. Donc, cela nous amènera donc à analyser tous ces courants de pensée
afin de circonscrire la pensée occidentale et de voir qu'il y a d'autres possibilités de pensée. Et ces possibilités de pensée vous seront proposées à la suite de ce live que je suis en train de produire ce soir pour vous. Donc, nous allons commencer notre thématique conditionnement et contrôle mental.